mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Oui, l'actualité s'affole. C'est parce que l'actualité s'affole que nous avons sollicité l'éclairage d'un chercheur sur 3 thématiques. Premier sujet, l'ordre public et ses conséquences. Quelles leçons à en tirer avec l'actualité, bien sûr, de ces derniers jours. Deuxième thématique, la crise russo-ukrainienne avec le déplacement de certains chefs d'État africains qui ont été reçus par le président de l'Ukraine. Que retenir de ces déplacements, de ce voyage? Et troisième thématique, le référendum au Mali. Quel enjeu? Colonel Babacar Diouf, vous êtes chercheur, colonel de l'armée de l'air à la retraite. C'est encore une fois un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie aussi infiniment pour ce privilège que vous me faites de m'inviter. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Colonel Babacar Diouf, l'actualité est complexe. Une vingtaine de morts suivis de beaucoup de blessés. Aujourd'hui, l'image du Sénégal se distingue de la bonne ou de la pire des manières. Que retenir de ces récents événements au Sénégal? Je pense que tout Sénégalais qui partage ma préoccupation pour l'intérêt supérieur de la nation doit se sentir malheureux. Malheureux parce que personnellement, cette réputation du Sénégal, je considérais que c'était quelque chose que nous aimions mettre devant nous quand nous étions à l'étranger et qui faisait qu'on nous écoutait. Donc on avait un modèle. Ce modèle est écorné et nous le déplorons. Il est écorné au niveau politique parce que justement le conflit est d'abord politique, mais avec d'autres dimensions qui sont l'aspect justice et l'aspect force de défense et de sécurité. Et c'est vraiment tout un héritage que les anciens se sont employés à nous transmettre, qui aujourd'hui se trouve sous les feux de la rampe, avec des erreurs de part et d'autre. Et forcément, nous ne pouvons que déplorer tout ça. S'y ajoutent maintenant les morts, les blessés, et tout ça, et vraiment, comme tous les bons Sénégalais, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Prompt rétablissement aux blessés. Colonel Babacar Diouf, thématique intitulée l'ordre public. Aujourd'hui, si nous devons définir l'ordre public, qu'est-ce que c'est? Hélas, sur ce point, je vais vous décevoir. Je le définis difficilement, mais je pense qu'il y a dedans la sécurité, la salubrité, etc. Mais ce que je pense, par contre, c'est que j'ai entendu certaines personnes dire « Mais pourquoi l'armée se déploie ?» Je pense que c'est ignorer les textes qui gouvernent le Sénégal. Au Sénégal, nous avons des textes qui disent nous avons des forces de première, deuxième et troisième catégorie. La police, la gendarmerie et les armées. Parce que traditionnellement, chacun gérait un niveau dans l'escalade de la violence. Vous vous souvenez certainement du policier, en tout cas moi quand j'étais petit, je voyais le policier qui faisait la circulation avec son bâton blanc. Et on disait, un seul policier avec un seul bâton, une foule de 1000 personnes et pourtant l'ordre règne. Le Sénégal ayant anticipé sur la montée de la violence a dit première force de première catégorie la police, seconde catégorie et troisième l'armée. Et quand la police est débordée, la gendarmerie doit être là pour l'appuyer, ensuite l'armée. Mais en même temps, l'armée a aussi pour vocation
Et ça, vous verrez, chaque commandant de zone est une autorité militaire territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un territoire avec des infrastructures. Ces infrastructures doivent être sécurisées et défendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on y met un groupe de militaires, si vous voulez attaquer ce point, et quelqu'un vient me dire que pendant que je dors, et on a occupé tel point, je vous dirai, on a tué tous les militaires qui sont là-bas. Parce que ce sont des points qu'ils ont pour mission de défendre. Oui, c'est les secteurs névralgiques. Oui. Oui. Ça, oui. De l'État. Voilà. Maintenant, en temps normal, c'est l'autorité civile qui peut requérir aussi l'armée comme la gendarmerie pour ce genre de mission. Réquisition générale ou une réquisition qui vous autorise à porter les armes ou à vous servir de vos armes. Mais dans tous les cas, l'armée, la gendarmerie et la police, lorsqu'elles sont requises, doivent faire le maintien de l'ordre sous la supervision de l'autorité administrative qui les a requis. Alors, le maintien de l'ordre, vous l'avez évoqué. Quels sont les dispositifs inhérents à ce maintien de l'ordre? Parce qu'on a vu quelque part des morts enregistrées. Est-ce que ce maintien de l'ordre avait été dépassé au point d'enregistrer ces morts? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là aussi, malheureusement, je ne saurais parler honnêtement parce que je suis très peu sorti de chez moi depuis 2-3 ans. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que quand on reproche quelque chose à un jeune policier ou à un jeune gendarme, on oublie le contexte qu'il y a derrière. Le Sénégal anticipe un certain nombre de problèmes, a essayé de faire une montée en puissance de ses forces pour pouvoir faire face. Et la gendarmerie a développé les GARCI, etc. L'armée a construit de nouvelles casernes. Il y a un ensemble de choses. Même la sécurité de proximité a un rôle dedans. Maintenant, le problème peut s'expliquer d'une manière. C'est-à-dire, quand vous avez une armée, une gendarmerie, une police, vous avez des jeunes, vous avez une sorte de pyramide. Cette pyramide est une somme de petites pyramides avec un certain taux d'encadrement. Donc, si vous avez aujourd'hui, on va dire, 10 000 personnes, vous ajoutez 5 000, vous avez 15 000. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir 1,5 fois de cadres de plus pour pouvoir les encadrer. Ce qui est certain, à mon avis, c'est que vous ne pouvez pas générer ça en un temps record. Ça veut dire que des événements sont arrivés pendant que vous avez des gens en formation. Ça, c'est mon interprétation, je précise. Et du coup, quand vous devez les déployer, vous n'avez pas assez d'encadrement. Et l'encadrement est important. L'encadrement et la formation. Oui, la formation d'abord, mais peut-être qu'elle n'est pas totalement terminée. Mais même la formation, ça ne suffit pas. Il faut un peu d'expérience. C'est pour ça que les anciens vous encadrent. Quand moi, je suis sorti d'école, mais j'ai bénéficié de l'encadrement des anciens. Avant que vous n'ayez le temps d'apprendre par vous-même ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, c'est eux qui vous l'apprennent, qui vous encadrent, qui vous disent non, non, ça on ne le fait pas, non, non, ça, ceci. Et donc, votre première socialisation, ce sont ces anciens-là. Vous avez bien dit socialisation. Oui, c'est une socialisation. Et maintenant, quand vous êtes sur le terrain, cette socialisation vous suit comme l'œil de Caïn. Vous vous souvenez de ce poème? Dans sa tombe, l'œil regardait Caïn et Caïn regardait les... C'est la même chose. Jamais. Voilà. Mais ce regard des anciens, toute votre carrière vous suit. Vous n'avez pas envie de vous déshonorer en les déshonorant, en touchant, en écornant l'héritage. Et même vos pères, c'est-à-dire vous direz, pourquoi est-ce qu'au Sénégal, vous ne verrez pas un colonel faire des histoires avec certains, etc., etc. Alors que dans d'autres pays, vous verrez le colonel qui est considéré comme quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Mais c'est qu'au Sénégal, si vous le faites, les premiers à vous parler, ce sont vos pères. Ils vont vous demander, mais depuis quand vous êtes devenu aussi stupide? Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous sentir
peut-être pas exclus, mais indexés. Parce que justement la socialisation, à un moment, chacun en est le gardien. C'est pour ça que l'encadrement, c'est essentiel quand on est dans les forces et surtout dans des moments difficiles. Vous allez à la guerre, vous avez des prisonniers, mais le plus simple, c'est de leur couper la tête. Ah, mais non, il y a des anciens qui vous rappellent, si vous ne le savez pas, qu'il y a des règles du jeu et que vous ne pouvez pas. Et le Sénégal est signataire de ces conventions internationales. Voilà. Oui. Mais je pense que sur cette question précise, il me semble que les gens n'ont pas communiqué de manière correcte et que ça mérite peut-être d'être pris au moins comme une circonstance atténuante. Maintenant, sans rentrer dans la logique qui a amené cette erreur-là. Voilà. Alors oui, colonel, on a parlé justement des nervis. Les images l'ont montré, l'ont démontré à travers les réseaux sociaux. Est-ce acceptable ou compréhensible dans un état normal, dans une république organisée, qu'on en arrive à apercevoir des nervis à côté des FDS? Est-ce que, de votre point de vue, c'est pas gênant? Si, ça l'est. Oui. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque temps, je faisais une émission dans une télé de la place. Je leur disais que je notais un parallèle saisissant entre la transition qui a cours au niveau du système entre les États-Unis et le duo sino-russe et qui trouve son expression dans une question que vous m'avez posée, qui est l'Ukraine, mais aussi Taïwan. Avec ce qui se passe chez nous, la polarisation. Aujourd'hui au Sénégal, il n'est pas permis d'avoir une position Meghan? Oui, non, c'est pas permis. Oui. C'est-à-dire que ce que George Bush avait dit après le 11 septembre, vous êtes pour ou contre nous? Oui, mais si on épouse ça, je ne crois pas qu'on défendra l'intérêt supérieur du Sénégal, parce qu'une fois les passions apaisées, les enjeux ramenés à leur juste proportion, on se rendra compte que le grand perdant a été le Sénégal, et ce perdant s'expliquerait justement par l'absence d'un pôle qui se charge de mener une médiation, qui se charge d'apaiser les esprits pour que les gens reviennent à ce que j'appelle l'intérêt supérieur de la nation, et qui est la question pour laquelle beaucoup de mes camarades ont passé 40 ans ou à peu près de leur vie. 40 ans ou même plus de leur vie. Oui. Le Sénégal a connu des crises et le rôle de l'armée avait été déterminant dans les tentatives de résolution de cette crise. Analysez un peu avant qu'on en arrive justement à l'apparition de ces nervis constatés. Alors, en 62, un militaire est entré dans l'histoire, un autre en est sorti. Oui. Le général Diallo est entré dans l'histoire du Alfred Sénégal. Diallo. Oui. Le général Fall en est sorti. Tous deux partageaient la conviction qu'il fallait que le Sénégal ait une armée bien formée, pas des soudards comme on en voyait un peu partout. Le général Fall, on lui a reproché de ne pas avoir accepté d'aller répondre au président Senghor. Je pense que à sa décharge, il avait une raison. Il l'avait dit à son patron, Mboudia, notre ancien, qui lui a dit: oui, mais si Senghor veut vous voir, c'est moi votre chef. Il doit passer par moi. Et dans moi, ce qu'on m'a appris dans l'armée, si je devais être au camp, on me dit, le général te demande, et le chef d'état-major de l'armée de l'air n'est pas au courant, je dirais, il faut passer par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Mais le général Jean-Alfred Diallo s'est situé à un autre niveau, qui était la Constitution. Ça, oui. Et il a dit, nous obéissons non pas à des personnes en tant que telles, mais à la Constitution. Et l'arbitrage s'est fait à ce niveau, ce qui fait qu'à la sortie de la crise, il s'est retrouvé parmi pratiquement les plus gradés, avec le général Belali à l'époque, et il est devenu patron des armées. Et il a imprimé à cette armée justement
cette référence aux lois, à la Constitution. Il a développé encore plus le concept armée-nation. Il y a eu des émissions à la radio, il y a l'école de santé qui a été créée, qui a fait des médecins qui allaient là où les autres médecins civils ne voulaient pas aller. Il y avait l'armée qui était un creuset où toutes les régions envoyaient quelqu'un. Ces gens-là qui étaient recrutés faisaient la même formation. Au bout de 2 ans, ceux qui n'étaient pas engagés pouvaient rejoindre la police, pouvaient rejoindre la gendarmerie. Et donc, quelque part, dès le départ, il s'est mis en tête d'avoir une armée homogène, pas une caste, comme dans certains pays africains. Ensuite, l'armée a eu des missions, justement, la santé avait des missions, le génie. Je crois que dans l'histoire du Sénégal, je ne me souviens pas d'un moment où le génie a eu autant de moyens pour faire Khun. N'oubliez pas, c'était le génie militaire, les trucs dans le ferlo, les trucs par feu, c'est le génie, des routes, des ponts, quand il y a un pont qui s'effondre quelque part, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, jusqu'en 68, il s'est toujours posé justement comme un médiateur entre les partis. Et en 68, quand vous lisez les mémoires du président Diouf, le président Diouf le mentionne. En 62, il avait aussi consulté le président de l'Assemblée nationale, le président Lamine Gueye, dans le cadre de la médiation qu'ils ont voulu mener entre le président Mamadou Dia et le président Senghor. Et là aussi, même topo, ils ont averti le président Diouf, ils sont allés voir le président, et quand on lit les la littérature, il y a 2 choses qui surnagent. 3, son rôle de médiateur pour amener les gens à discuter, à se rencontrer. 2, le fait qu'il ait dit que pour lui, c'est comme s'il dit, faire un coup d'État est déshonorant pour moi. Et nous pensons toujours comme ça. Formaté. Lui, il était déjà commandant ou lieutenant-colonel en France. Il a commandé un régiment là-bas. Il était déjà officier supérieur en France. Mais l'esprit républicain, c'est ça. L'esprit républicain, il l'a posé en refusant le principe du coup d'État, même quand Senghor lui a dit je sais qu'avec vous il n'y aura pas de problème, mais il l'a refusé aussi quand il a fallu tirer sur des manifestants. C'était en quelle année? 68. 68, oui. Oui, 68. Oui, ça fait partie de l'héritage, ça. L'armée a connu des épisodes et des phases dans la résolution des conflits politiques. Oui, comme médiateur. Comme médiateur. Oui. Justement, comment ça a été vécu de l'intérieur? Il faut quand même ramener les choses à leur contexte. À l'époque, l'armée était très jeune. Il y avait très peu de grands gradés. Le Sénégal avait très peu d'officiers supérieurs. Ils étaient rares. Ils se comptaient pratiquement sur les doigts d'une main. Mais je pense que la hauteur d'esprit du général Diallo, c'est ça qu'il faut saluer et prier pour le repos de son âme, parce qu'il a mérité du pays. Et il était entouré par des camarades qui, parce qu'au départ, en 62 par exemple, les choix n'étaient pas clairs. Chacun disait oui, mais mon chef, moi, oui, mon CC. Mais quand ils se sont mis ensemble, ils ont parlé, ils se sont élevés, ils ont fait un choix. Que ce choix soit le bon dans l'absolu, je ne crois pas. Il est relatif. Mais il a le mérite d'être un choix ancré sur quelque chose de solide. Et ça a été écouté par voilà. Senghor. Parce que je viens de vous dire que le président, que le général Fall a aussi, on peut défendre sa position et dire que non, il n'a pas démérité de la nation, le général Fall. Il a dit, oui, je ne peux pas aller voir le grand chef en l'absence de l'autorisation de mon chef. Et il a raison. La voie hiérarchique, justement, oui, le président est notre chef suprême. Et le chef suprême des armées. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais à l'époque, n'oublie pas, on n'avait pas un premier ministre nommé. Le président du conseil, mon Dieu, c'était l'autorité exécutive de l'État. En fait, c'est comme si je vous disais, vous allez en Italie, vous allez en Allemagne, vous allez en Espagne. Qui gouverne? Mais c'est le premier ministre. En Angleterre, on avait un régime parlementaire. Il ne faut pas l'oublier. C'est après qu'on a eu la constitution avec le régime présidentiel. Voilà. Parlons justement de ces nervis. En république organisée
en État organisé, est-ce que justement l'apparition de ces nervis est acceptable? Non, je ne crois pas. Oui. Je ne le pense pas du Oui. tout. Je pense que ça trahit un peu une politisation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je disais que il y a toujours un risque dans un État à judiciariser le politique ou à politiser la justice. Je suis, moi, de ceux qui croient fortement à la nécessité de la séparation des pouvoirs et surtout à l'importance de deux piliers. C'est presque évident. Qu'est-ce qu'on vous dit? La force et le droit. Le droit, c'est la justice. La force, c'est les forces de défense et de sécurité. Ces deux piliers, je ne connais pas un pays qui s'est effondré quand ces deux piliers tiennent. Mais ces deux piliers, dans leur action de tous les jours, justement, on leur dit la justice au nom du peuple, l'armée au nom du peuple. Mais le peuple est un concept ou la nation que l'on peut trouver incarné d'une part par un président de la République et d'autre part par des députés à l'Assemblée nationale. Et chacune de ces autorités, avec l'aide des forces de défense et de sécurité, est censée faire quoi? Les forces de défense et de sécurité sont censées assurer à la fois la sécurité par rapport à l'extérieur et par rapport à l'intérieur. Une fois que c'est posé, on crée un cercle. C'est le cercle dialogique. J'aime bien insister sur le cercle dialogique. C'est l'agora où les gens s'expriment, parlent, échangent, négocient, etc. Et dans ce cercle dialogique, maintenant, la démocratie peut se développer. Oui. Mais... Si vous rompez ce dialogue, je suis désolé, la démocratie entre alors en turbulence, dans une zone de turbulence, pour parler comme les aviateurs. Dans une zone de turbulence, mais toujours dans le cadre du maintien de l'ordre, aujourd'hui circulent ces personnes armées sur le terrain. Justement, de ce point de vue, comment en est-on arrivé là, dans un pays qui s'appelle le Sénégal? Référence dans ce domaine-là. À mon humble avis, mais ça c'est une hypothèse que je pose, avant 2000, les partis formaient les militants, exerçaient donc leur fonction de formation. Les batailles politiques qui se sont menées au Sénégal, quand vous faites une bataille, vous avez besoin de soutien. Et on a eu le président Wade qui est arrivé après s'être battu. Avec lui, il y avait des intrus de la politique. Par la suite, nous avons continué à avoir ces intrus de la politique. J'appelle intrus de la politique des gens qui, justement, n'ayant pas été socialisés correctement par le système, ont des réactions qui, si elles ne sont pas encadrées, débordent leur chef. Et je parle de tous les chefs de parti. Tous les chefs de parti sont susceptibles d'être débordés par leurs intrus de la politique. Mais colonel, nous sommes dans le cadre d'un pays normalisé, avec des lois et règlements. Oui, si de tels éléments apparaissent, on parle aujourd'hui plus d'une vingtaine de morts. Oui, il est même annoncé la mise en place d'une commission d'enquête. Oui. Aujourd'hui, oui, quelque part, il y a problème. Quand il y a de tels dérapages ou des bavures, justement, la question des commissions d'enquête devient essentielle. C'est-à-dire, une commission d'enquête bien constituée peut, après avoir entendu des gens, observer des éléments qu'on lui a fournis, réfléchir, analyser, peut vous dire, voilà les différentes fautes que j'ai vues. Voilà les différents responsables. Et à ce moment, les autorités de l'État prennent les décisions qu'il faut. Par exemple, supposez que, observez,
j'ai eu une réaction récemment face à une décision de justice. J'ai suivi ce qui s'est passé au Sénégal. Je ne vais pas m'allonger dessus, mais je sais que j'ai 3 ou 4 exemples qui étaient de même nature. Et je me suis interrogé pourquoi leur traitement a été aussi différent. Ah, je ne sais pas si j'ai raison d'évoquer le sujet oui, directement. Non, le cas de Sonko et le cas de Sitor Ndour, avec la requalification qui a été constatée dans le traitement d'Ousmane Sonko, ce qui n'a pas été le cas avec Sitor Ndour. Il n'y a pas de requalification. Par exemple, oui. Ça, je me suis sérieusement posé des questions dessus. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est justement l'égalité de tous devant la justice. Parce que justement, le premier cas m'a semblé beaucoup plus compliqué compte tenu de l'âge de la victime. Mais du côté des preuves, j'ai vu aussi des exposés qui m'ont amené à me dire, bon, je ne suis pas juriste, donc moi je ne comprends pas toujours, mais je me suis posé des questions. De la même façon, je vous ai dit, en termes de communication, je m'interroge pourquoi le gouvernement n'a pas dit ce que j'ai dit tout à l'heure, n'a pas communiqué correctement en disant oui, si nous constatons ceci, mais je crois comprendre que ça, les gens ne le déclareront que devant une commission d'enquête, mais je pense qu'on aurait pu l'utiliser comme élément de communication pour dire oui, nous notons des bavures ça et là, nous allons nous employer à y mettre un terme, mais aussi il faut comprendre que devant le besoin, nous avons utilisé des gens dont la formation n'est pas terminée, dont le taux d'encadrement est en hausse, mais n'est pas encore arrivé à l'optimum, extra. C'est-à-dire que dans la démocratie... Là, c'est assumé proprement ses propres insuffisances. Non, mais juste... Oui. Non, mais ça, c'est pas une insuffisance. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en train de préparer quelque chose pour dire, ça, dans notre développement, nous le prévoyons pour un emploi dans 10 jours. Oui. 2 jours, 3 jours après, vous devez quand même l'employer. Mais dans le cadre de la planification, tout doit être prévu, surtout à l'échelle d'un État, mon colonel. Oui, mais prévision. Vous croyez que les États-Unis, s'ils avaient prévu ce qui se passerait quand ils ont eu l'unipolarité, ils auraient mené la politique néoconservatrice qui a été menée et qui les a amenés aujourd'hui en Ukraine avec tous les problèmes que ça soulève? Non, il n'y a pas de plan parfait. Même les militaires vous diront, aucun plan ne résiste au premier contact avec l'ennemi. Après, ils corrigent, ils font de la conduite. Un plan, si vous cuisinez à la maison, vous arrivez, votre épouse sait que vous mangez à 13h, son repas est planifié pour 13h. Si vous arrivez avec des invités à 11h pour dire madame apporte le déjeuner, je vous promets que vous n'aurez pas de déjeuner, sauf si on va vous chercher des trucs à réchauffer. Il ne faut pas demander l'impossible non plus. Je ne cautionne pas ce qui se passe, mais je pense qu'il y a des circonstances atténuantes et je vous les ai posées de manière ingénue. Je vous ai dit, moi, dans l'armée, j'aurais dit, les jeunes qu'on a déployés, leur entraînement, leur encadrement. Et je pense que ce soit à la police ou à la gendarmerie, ils ne sont pas à l'abri de ça. Et alors, justement, par rapport à ces commissions d'enquête aujourd'hui, il y a nécessité de clarifier justement ces morts enregistrées. Ça, c'est clair. Ça, je crois que tout le monde est d'accord dessus. Oui. Je pense que toutes les autorités, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, sont d'accord et la population aussi le demande. Et je n'ai pas vu quelqu'un ou entendu quelqu'un dire que ça ne se passera pas. Et justement, les plaintes, même dans des instances supérieures, supranationales, sont annoncées également. Oui, parce qu'on oublie toujours une chose. Avant, quelque chose pouvait se passer dans un pays. Au moment où le reste du monde l'apprend, on peut même dire que c'est déjà froid. C'est déjà devenu un fait accompli. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Oui, les technologies de l'information et de la communication, qu'est-ce qui se passe?
chaque citoyen est un reporter photo au moins. Ses commentaires, vous les prendrez probablement pas, mais ses photos, vous les prendrez. Parce qu'ils prennent l'instantané, sans filtre. Et donc, tous les États, toutes les organisations doivent tenir compte de ce fait. Cette mondialisation, ce village planétaire, même si je me méfie du concept de communauté internationale, non, pour moi c'est discutable. Mais il y a ça, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la communication. Parce que la politique est devenue d'abord et avant tout une lutte pour les cœurs et les esprits. Les cœurs et les esprits, vous les attrapez à partir des représentations que vous structurez. Et pour structurer les représentations, il y a l'information. C'est pour ça que les médias de la haine ont produit un résultat au niveau du Rwanda. Est-ce que cette dynamique est pertinente d'organiser une conférence de presse en pleine crise et de faire l'objet de critiques de cette nature? Je pense que dans ces cas-là, il y a au moins des gens qui se feront tirer l'oreille ou qui se feront sanctionner par leur chef, parce que le chef dit le quoi. Le comment, c'est l'exécutant. Donc si moi je précise le quoi et vous faites un comment qui n'est pas adapté, vous n'avez pas été compétent. Et donc, votre chef vous sanctionnera. Lourdement, légèrement, ça c'est un autre débat. Et là également, une commission d'enquête est en cours. Oui, mais une commission d'enquête établit des responsabilités. Les responsabilités, ben, il y a des sanctions qui tomberont. Parce que le chef est parfois... Pour vous, il y a nécessairement une faute commise. Mais le chef est obligé de sanctionner pour ne pas créer un précédent, justement. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que ce soit le colonel Babacar Diouf, colonel de l'armée de l'air à la retraite et qui est chercheur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous l'avons convié, pour comprendre exactement ce qui se passe dans notre pays avec ce que cela donne comme image à travers le monde. Mon colonel, déception à ce niveau? Elle est écornée, cette image? Oui, disons que ça me rend malheureux de voir que le modèle est questionné. Voilà ce que je peux en dire. Notre modèle est questionné et j'espère que tout le monde est conscient que notre État traverse ces moments dans un contexte international compliqué où vous avez des gens qui vous diront: nous voulons ce pays dans notre camp. Il veut rester neutre ou il veut aller avec l'autre, ne me paraît pas acceptable. Et donc, ils peuvent provoquer, mais de tous les côtés. C'est-à-dire que quand vous avez une manifestation, des manifestants de part et d'autre, vous pouvez tomber dans un cas de figure où, tiens, il y a un historien McCoy qui disait, par exemple, il disait que son pays, les États-Unis, accepte de sous-traiter certains États par d'autres puissances, mais s'assure toujours d'avoir des gens dans les deux camps. Et ces gens servent à quoi? Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, on a quelqu'un dans le camp des vainqueurs. Maintenant, c'est de bonne guerre. Chaque parti accuse le parti d'en face d'être celui qu'on a infiltré. Mais l'infiltration peut être des deux côtés. Parce que celui qui vous pousse aux extrémités, il s'adresse à tout le monde. Et donc, quelque part, nous ne pouvons pas, et c'est sur ça que j'insiste, ignorer notre situation, mais cette prise de conscience peut aussi faire l'objet d'une instrumentalisation. On a vu ça en 2001 avec les États-Unis par rapport au terrorisme, et depuis lors, le monde a connu un certain nombre de développements qui aujourd'hui amènent la situation que vous voyez en Ukraine, mais qu'on retrouve aussi au niveau de Taïwan,
Et il y a quelque chose de drôle, c'est-à-dire que le destin que l'Ukraine pourrait connaître est pratiquement similaire au destin que connaît la Serbie. Mais la Serbie, c'était sous l'action des forces de l'OTAN, et là-bas, c'est sous l'action de la Russie. Colonel, 2 questions avant de boucler cette première partie. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a chamboulement, il y a problème qui nous amène à vous demander, et vous avez travaillé sur la question, la relation entre le peuple et l'armée. Deuxième question, justement à la lumière de ce à quoi nous avons assisté jusqu'ici, oui, quelle est selon vous l'hypothèse d'un État qui peut éviter toutes ces difficultés auxquelles nous faisons face? D'abord, relation entre le peuple et l'armée. Non, la relation entre le peuple sénégalais et son armée et les FDS de façon générale est contenue dans le concept armée-nation. Oui. Aujourd'hui, j'ai oublié de soulever ce point, même les autorités religieuses. Je pense souvent au syndrome de la 3e génération. Quand vous avez quelqu'un qui vient réaliser une œuvre, qu'elle soit religieuse, entrepreneuriale, n'importe quoi. Son fils, quel est son comportement par rapport à l'œuvre du père? Le petit-fils, quelle est sa position? Et en sciences politiques, on admet que ce syndrome de la 3e génération sort avec les petits-fils et peut se prolonger avec les arrière-petits-fils. C'est des moments où on risque de perdre l'héritage ou de le voir aussi sérieusement écorné. Et c'est pour ça que quand moi, je pense que l'intérêt supérieur de la nation est dans la médiation entre les partis à la crise actuelle, je dis que les chefs religieux auraient tort de ne pas s'impliquer activement parce que justement eux-mêmes y ont un intérêt. Maintenant, je le dis d'autant plus que en chacun de nous, il y a un croyant, qu'il soit catholique, qu'il soit musulman ou autre. Quand vous regardez certains États d'Afrique, vous avez l'Église catholique, la conférence des évêques qui est très impliquée. Je suis surpris qu'au Sénégal, je n'ai pas vu la conférence des évêques de la région s'impliquer. Je pense aussi que les marabouts, aujourd'hui, c'est les grands khalifes en tout cas. Si eux vous disaient je ne peux rien faire, j'inviterai tous ceux qui le peuvent et qui veulent partir à prendre leur bagage et à partir. Parce que justement dans les moments les plus compliqués de la vie des nations, ce sont les voix qui ne sont pas censées être partisanes. Parce que si vous êtes un khalife, mais vous avez tout le monde dedans. Et donc, comme disent les Wolofs, parce que Djobot dafay tiaxan, dafay pour mon ouf dormi. De la même façon, les khalifes devraient s'impliquer pour réconcilier les partis autour d'un minimum, c'est-à-dire créer l'espace dialogique dont je parlais tout à l'heure. Et sachant qu'il n'y a pas la confiance entre les partis, justement garantir cet espace dialogique en disant ok, les gens discutent et je vous écoute. Maintenant, si vous refusez, celui qui refuse, je peux vous dire que s'il sait qu'au sortir, parce que le calife aurait dit ok, on négocie et après quand on trouve quelque chose, nous garantissons son application. Ça veut dire que le calife peut ajouter, si quelqu'un passe à côté, moi en tout cas je demande à mes suivants de le boycotter ou quoi que ce soit. C'est-à-dire la dissuasion qui oblige les gens à rester dans l'espace dialogique. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis un républicain jusqu'au trognon. Je n'ai, ça va vous étonner, et les Sénégalais peut-être, il y en a qui ne l'acceptent pas, mais moi, je ne suis pas d'une confrérie particulière. Je considère l'ensemble comme mon patrimoine. Chacun va au même point, mais cherche la meilleure voie pour y aller.
Ok. Donc, je suis insensible à ce que tu viens de me dire que tu es catholique ou musulman. C'est pas mon problème. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que nous partageons, qui est le Sénégal. Je ne m'occupe pas de ton ethnie, je ne m'occupe pas de ta religion, je ne m'occupe pas de ta tariqa. Non. Je me dis, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux m'entendre ou non? Ce qui importe le plus, voilà, c'est l'intérêt supérieur. Et l'intérêt supérieur, c'est le Sénégal. Très bien. Quel Sénégal, aujourd'hui, doit-on favoriser aujourd'hui en termes de modèle? Alors, oui, là, mon avis, moi, modeste, est de dire, premièrement, il faut ramener les gens au dialogue pour arrêter tous ces... Il y a un dialogue qui est en cours. Oui, mais en tout cas, il faut qu'ils réussissent. Maintenant, après ces dialogues, je pense que quelqu'un disait qu'il ne faut jamais laisser une crise passer sans en tirer parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relations entre les trois exécutifs législatifs et judiciaires doivent être revues. Et chacun doit nous proposer quelque chose parmi ceux qui veulent nous diriger demain. Les corps de contrôle, quel pouvoir leur donner? C'est-à-dire, cette affaire-là nous a ramené à un certain nombre de questions pour lesquelles nous n'avons pas trouvé les bonnes réponses. Parce qu'on a toujours différé. Oui. Kick the can. Tu vois, quand tu marches là, tu rencontres le pot de fer, là, tu donnes un coup de pied, tu dis, il va m'attendre là-bas, je vais m'en occuper plus tard. Kick the can down the road. Voilà ce que disent les anglo-saxons. Je pense que nous avons 60 ans ou 63 ans, selon que vous prenez en 1960 ou à la Constitution de 63. Je pense souvent à une phrase de Malraux qui disait il faut 60 ans pour faire un homme, et quand il est fait, il ne reste plus qu'à mourir. Il me semble que, partant de là, l'actualité vient de nous montrer que notre système qui nous a si bien servi, qu'on a si bien adapté, de sorte que dans les années 90, quand les autres pays parlaient, eux, de transition démocratique, le Sénégal n'était pas concerné. Pourquoi? Parce que le Sénégal, depuis 1974, avait fait une mutation. Et en 81, l'arrivée du président Abdou Diouf, on a eu le multipartisme. Donc là où les gens se battaient pour des choses, nous on était déjà partis. C'est cette histoire-là qui est politique, institutionnelle, qui est au niveau des forces de défense et de sécurité, qui est au niveau de nos cadres. Hier, j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé un truc d'un ancien ambassadeur mauritanien qui nous prie, nous Sénégalais, en nous disant, ce pays, il en parle, il parle de ses merveilles, il dit, ne détruisez pas tout cela. Je le regardais, j'étais fasciné, peiné, j'étais vraiment dans un truc et je me suis dit, waouh. Et waouh, ça veut dire, il est peut-être temps pour chacun d'entre nous et chacune des parties de se poser et de regarder dans la direction où on veut amener le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas une opposition légale qui oppose les différentes parties à cette crise. Je suis désolé, je le refuse. Il y a de chaque côté peut-être des gens qui chauffent, mais les responsables, je suis presque sûr que si on les avait, quand on parviendra à les mettre ensemble, ils trouveront une solution. Et je vous dis, je ne peux pas m'empêcher de le citer, mais je reviens à la guerre de Troie n'aura pas lieu quand Ulysse a envoyé va chez Hector à Troie pour ramener Hélène. On a tout essayé. Paris, Hélène aime Paris. Au moins nous mourrons pour quelque chose d'honorable. Mais à la fin, qu'est-ce que Ulysse dit? Il veut éviter la guerre. Et l'autre qui dit oui et qui lui trouve des raisons, il dit non. Sais-tu pourquoi je veux éviter cette guerre? C'est parce que Andromaque et Pénélope ont le même battement de cils. Mais, justement, à un moment, Cassandre avait dit qu'elle entendait arriver la main du destin qui montait les escaliers et qui ouvre la porte du neuf. Troie était trop pleine d'affirmations. Peut-être que les Sénégalais devraient s'arrêter, poser les affirmations, se poser des questions et regarder. Et peut-être qu'à ce moment, on trouvera, même pendant la négociation, on peut se parler et découvrir que
justement, on a une raison de vouloir dépasser cette crise parce que Andromaque et Pénélope ont le même battement de cils. Voilà. Parce qu'ici, c'est le Sénégal dont il est question. Oui. Et uniquement le Sénégal. Et je vais vous donner un autre exemple sur lequel je veux boucler. Je vous ai parlé d'un parallèle entre le système et notre pays. Oui. Mais dans le système, les grandes puissances Oui. ont non pas un regard de chimène, mais eux regardent les autres États comme un lion regarde des biches. On se jette dessus, même à plusieurs, on les dépaisse. Dans nos pays, à l'intérieur d'un pays, le pouvoir ne peut pas regarder les enjeux autrement que comme un bébé. Si un bébé était posé là, quels que soient nos arguments, c'est moi qui l'amène, c'est moi, c'est vous. Est-ce qu'on va se jeter dessus pour tirer chacun de son côté? Non, parce que si on tire, le bébé va mourir. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut démolir l'héritage de 60 ans? Je ne crois pas. Dans leur conscience, aucun des acteurs, et ça je peux mettre ma main au feu, ne peut le vouloir. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux, certes, mais on peut s'asseoir et poser les problèmes. Et se dire la vérité. Oui, au besoin. Parce que de toute façon, oui, on se dira la vérité et on s'entendra sur quelque chose. Mais là où je vous dis que chaque chef peut être débordé, c'est que quand vous dites « je vais négocier », il suffit que vous disiez quelque chose, il y a quelqu'un dans votre camp qui pense que non, 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 vous ne devez pas faire ça. Non, non, ces gens-là, je ne pense pas qu'il faut les écouter. Mais ici, la question du troisième mandat, un mot. La question du troisième mandat. La question... Non, 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 j'ai une position très claire dessus. J'ai dit, moi, je refuse de faire un procès d'intention au président de la République. Même si on peut trouver des éléments qui nous amènent à penser que moi, je préfère écouter et attendre le jour où lui va dire ce qu'il veut faire. Mais non, je vous pose la question directement. La question du troisième mandat. Oui. C'est un débat en cours au-delà du Sénégal, en Afrique. Mais dans notre pays, que vous inspire cette problématique. Cette problématique m'inspire c'est ce qu'il faut dire des juristes. Oui. J'estime que les juristes sont dangereux. Je m'étais permis dans un passé récent de dire que j'estimais que certains avocats qui étaient trop nombreux dans les gouvernements tendaient à avoir la logique de l'avocat. C'est-à-dire, je veux que mon client gagne, le reste je m'en fous. Et justement, ça veut dire que les techniciens, il faut toujours qu'ils soient encadrés par des généralistes, des gens qui sont préoccupés par le niveau stratégique pour les encadrer. Même à la guerre, quand vous déployez des forces là, ça, c'est le niveau tactique. Au-dessus, ces soldats, pourquoi sont-ils déployés? C'est pour, par rapport à un objectif fixé par le stratégique. Eh bien, il y a un niveau élément moyen qui, lui, se charge de s'assurer que tout ce que vous ferez et qui consomme des ressources et qui va en termes de combat sert l'objectif stratégique. S'il ne le sert pas, il faut mettre une croix dessus. L'opérationnalité. Voilà, le niveau opératif, c'est ça. Je continue d'appeler à l'apaisement, à la discussion, parce que justement, à la fin de la journée, s'il y a un vrai clash, quel que soit le gagnant, le Sénégal sera perdant. Les forces qui sont sur le terrain, quand vous rentrez chez vous, on va vous dire votre tante telle, votre badienne telle, votre oncle tel, votre père tel a perdu son fils. Et si vous êtes un civil, vous allez rentrer chez vous, on va vous dire la même chose de vos parents qui sont dans les forces. Alors, oui. Et donc ça, c'est le no. No. Alors, justement, des chefs d'État se sont rendus en Ukraine avant justement de rencontrer Vladimir Poutine. Mais d'abord, pour la première visite avec Zelensky, qui annonce clairement exclure tout contact avec Poutine. Aujourd'hui, comment vous analysez ce déplacement des chefs d'État africains? Est-ce que justement c'est pour des objectifs politiques ou des objectifs économiques? Et quel est l'intérêt pour l'Afrique? En fait, je le vois d'abord au niveau diplomatique. Oui. L'Afrique s'évertue
à porter sa voix sur les questions d'intérêt mondial. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui n'a pas toujours eu une fortune heureuse. Le mérite est là. Maintenant, cela dit, ce n'est pas la première initiative. Il y a eu des initiatives qui concernaient le blé. Si aujourd'hui vous regardez le pourcentage de ce blé qui est allé ailleurs et qui est venu en Afrique, vous vous rendrez compte que nous n'avons eu que la portion congrue. Donc, maintenant, si nous revenons au niveau géopolitique, j'avoue que je ne prédis pas ou je n'attends pas des résultats extraordinaires là. Pourquoi? Parce que quand vous situez, j'aime bien qu'on revienne toujours avec la troisième image, la structure, qui est le niveau du système, avant de regarder le niveau de l'État et le niveau des individus. Donc troisième, deuxième et première image. La troisième image nous dit que nous sommes dans une transition systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre mondial, qui est un ensemble de règles qui sont écrites par les plus puissants, est en train de connaître une transition. Une transition nous amène d'un point A vers un point B. Cette crise que l'autre Gramsci résumait en disant un monde qui n'est plus, un monde qui n'est pas encore, et entre les deux surgissent les monstres. Et donc, la Russie, après une série d'erreurs que je vais appeler stratégiques commises par les États-Unis, notamment par ceux qu'on appelle là-bas les néoconservateurs, ils ont réussi à faire peur à la fois aux Chinois et aux Russes et les ont amenés peu à peu à chercher un moyen classique, diront les réalistes, de revenir à l'équilibre de la puissance. Et ça a commencé paradoxalement avec l'Ukraine en 2014, le coup du Maïdan. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau là-bas. Mais qui veut accepter que la Russie ne peut pas céder sur l'Ukraine pour des raisons géopolitiques que les États-Unis avaient en 63, je crois, 62, lors de la crise de Cuba, que la Chine va vous poser pour Taïwan? C'est-à-dire, au niveau des grandes puissances, il y a des points où on ne peut pas céder. Et les missiles, le nucléaire, tout cela fait que la Russie a tellement insisté sur son étranger proche, l'a rappelé en 2007, l'a rappelé en 2008. Les Allemands et les Français étaient contre l'entrée justement de ces États-là. On leur a tordu le bras, ils l'ont accepté. Alors, aujourd'hui, y a-t-il eu un repositionnement de certains pays africains par rapport justement à cette crise? Parce qu'on a vu la dernière visite du président algérien en Russie. Il se félicite déjà de l'approche russe concernant la question du Sahara. C'est déjà un rapprochement qui a été constaté. Vous connaissez un peu le rapport avec l'Afrique du Sud. Et la dernière rencontre entre les BRICS et le président du Faso, il a été même décoré justement par les BRICS pour montrer quelque part qu'il y a un positionnement, un ordre qui s'est renversé et que la Russie quand même prend du terrain. Mais oui, en Afrique. Alors quelle finalité par rapport à cette visite aujourd'hui? Est-ce un coup tout simplement diplomatique finalement? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des ballons d'essai que l'Afrique lance. L'Afrique s'emploie à porter sa voix. Maintenant, parfois sur des questions où la négociation est possible. Mais celle-là, pour moi, d'abord, la négociation, n'oublie pas que ça s'est passé en Turquie. Mais après avoir accepté, l'Ukraine est sortie, a remis en question. Je pense même que quand j'ai vu la photo des présidents à Boutcha, mais Boutcha, c'est une question clivante. Les Ukrainiens disent oui, on a massacré des gens ici, c'est les Russes, mais il y a d'autres qui disent non, au contraire, c'est l'inverse. Et donc, avoir une photo des chefs d'État à ce point-là sert la propagande ukrainienne, qu'on le veuille ou non. Mais l'Ukraine,
il faut se dire la vérité. J'ai vu qu'elle veut correspondre à l'Afrique, mais qu'est-ce que c'est que l'Ukraine pour parler à l'Afrique? L'Ukraine n'est rien du tout comparé à l'Afrique. N'oubliez quand même pas que Mackinder avait dit qu'il y a dans le monde 2 heartlands avec toutes les richesses qui vont dessus. C'est le heartland du nord, donc septentrional, qui est la Russie et ses environs, mais il y a le heartland méridional qui est l'Afrique subsaharienne. Oui. Et donc ces richesses-là, je pense que y a quand même une chose que je veux clarifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hégémonie occidentale qui était sur une partie du monde jusqu'en 91 et qui s'est étalée sur le reste du monde à partir de 91, avec beaucoup de contradictions, c'est ça que les gens, on parle même maintenant d'Occident collectif et de Sud global. La réaction est un rejet de l'hégémonie géopolitique et est une tentative vers ce qui nous intéresse et qui se construit, qui est une alternative économique avec les BRICS et tout, mais qui n'aurait pas, en tout cas on l'espère, ce truc d'hégémonie dessus. Parce que les autres disent multipolarité, machin chouette. Mais moi je reste méfiant, une grande puissance, c'est une grande puissance. C'est comme Mousse, le chat, Birago Diop, Wundu Elage, quand il a dit, quand il rentrait, le chat vraiment était là, les souris venaient jouer, mais à un moment il y a une souris qui était tellement dodue qui a failli se jeter dessus, heureusement qu'il y avait un trou. Donc pour les grandes puissances, nous devons plutôt nous donner les moyens de pouvoir dissuader au moins des agressions chez nous. Mais ça, si tu veux que l'UA fasse ça, il faut que la CEDEAO et toutes les autres communautés fassent. Mais ça, si vous voulez le faire, ces choses n'étant que ce que leurs États leur donnent, nous devons au niveau de nos États respectifs accepter de mettre face à face 2 choses: des forces de défense et de sécurité réformées. Nous devons poser aussi en plus un système démocratique plus viable, et ensuite les sacrifices pour financer nos organisations. Et c'est le lieu d'interpeller la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a raté beaucoup d'occasions de profiter de crises pour accompagner les pays en crise dans leur constitution, dans leurs lois, dans leur code électoral, afin de les aider à les verrouiller. La transition est toute trouvée. Imam Dicko, mon colonel, rejette le projet de révision constitutionnelle organisé par la transition, qui est le premier scrutin post-transition, justement ce dimanche 18 juin 2023. Oui, ce projet de révision de la charte fondamentale du Mali vous inspire quoi, ce projet aujourd'hui, et quel enjeu pour finir? En fait, je pense que l'imam Dicko, je respecte sa position, mais si je me mets du côté des militaires, parce que je comprends, lui, peut-être dans son esprit, la situation que vit le truc, les militaires. Kidal déjà, bon, il n'y a pas d'élection à Kidal. Kidal qui a une grande superficie qui dépasse même un pays comme le Togo, par exemple. Aujourd'hui. Oui, mais je suis d'accord. Et deuxième raison avancée par Imam Dicko, aujourd'hui, il n'appartient pas à la transition d'organiser un référendum. Ça, moi, je ne partage pas cet avis. Oui. Parce que qui vous dit que les militaires maliens, justement, conscients de leur histoire, conscients des coups d'État qui se sont passés, des événements qui les ont amenés à chaque fois à s'introduire dans le champ politique, paradoxalement, n'ont pas envie d'y revenir et veulent s'assurer que les textes qu'ils laissent derrière eux puissent fermer cette justement. parenthèse. Oui. Et c'est là où on retrouve la CEDEAO. Elle aurait eu sa place pour accompagner les autorités militaires, passer en revue certaines lois sur les droits de l'homme qui peuvent toucher les droits de l'homme, la constitution, le code électoral, un certain nombre de choses. Et si la CEDEAO avait joué ce rôle, elle aurait contribué à ce que peut-être l'imam Dicko n'aurait pas posé cette question, parce qu'il aurait eu confiance en disant que la CEDEAO et nous, on a des observateurs. La constitution, une fois écrite, on va nous la donner, on va la lire, on va en discuter avant de la voter. Sinon, justement,
l'histoire peut se répéter. Et le monde nous apprend que dire qu'une histoire ne se répète pas, c'est une vue de l'esprit. Et donc, pour moi, sincèrement, la CEDEAO devrait se ressaisir, que ce soit pour le Mali, le Burkina, la Guinée ou tout autre pays de la région, et même plaider auprès des autres communautés régionales, auprès de l'UA, pour que quand il y a un problème comme ça, avant de sauter, de faire quoi que ce soit, se dire qu'il y a des textes à voir, que les élections ne sont pas une panacée. Forcer un pays en crise à rapidement organiser des élections pour dire oui, on a gagné. La démocratie, cet aspect qu'est le vote, n'est qu'un petit pourcentage. La démocratie, c'est un état d'esprit, c'est une façon de regarder l'autre. C'est ce qu'il faisait dire à Voltaire: monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je donnerai ma vie pour que vous ayez le droit de donner votre opinion. Le respect. Oui, le respect juste des autres. Oui. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'espace dialogique. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de fouetter un peu les Occidentaux. Les Occidentaux sont venus nous dire qu'ils ne veulent pas rester au Mali parce qu'il y a des mercenaires avec Wagner. Oui, Wagner. Ok. Est-ce que vous avez vu l'histoire des États occidentaux quand ils se sont déployés en Afghanistan et en machin, comment dirais-je, en Irak? Est-ce qu'il n'y avait pas de Blackwater? Alors, je pense que les Occidentaux doivent se rendre compte que ce qui justement révolte les Africains aujourd'hui, c'est que l'impression qu'ils les prennent pour des couillons, passez-moi l'expression, avec ce qu'ils appellent rule-based order, alors que nous préférons parler de international law-based order. L'ordre mondial doit reposer sur le droit international, pas des lois que le plus fort, comme le Léviathan, s'amuse à poser et nous demande de respecter. Et je peux vous dire que beaucoup de gens qui flirtent aujourd'hui avec le duo sino-russe, c'est d'abord parce que ceux-là appellent à un monde multipolaire, que ceux-là ont suffisamment de géants comme l'Inde, comme le Brésil, pour au minimum avoir un espace où vous avez 4-5 grandes puissances qui peuvent se contrer les uns les autres. Et justement, nous sommes le futur, l'Afrique. Oui, dans un monde en pleine crise, face à une Afrique qui se cherche. Merci encore, colonel. Le plaisir est pour moi. Ça a été encore une fois un plaisir de vous convier à cette énorme réflexion qui concerne notre pays, le Sénégal, mais également la sous-région et le monde. Merci infiniment à vous, merci à vos auditeurs qui nous ont suivis et que Dieu nous garde tous. Amin. Et rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête, à Alioune Badara Socé. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé